Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue sur Sud Radio, c'est les vraies voix jusqu'à 19h ce soir, c'est vendredi, avec Philippe Bilger, avec René Chiche, avec Elisabeth Lévy et bien entendu Philippe David qui est avec moi pour nous accompagner. Et tout de suite, c'est le coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Si vous aimez l'histoire comme je l'aime, j'ai une sacrée nouvelle à vous annoncer. À partir de l'automne 2022 va s'ouvrir dans la Grande Arche de la Défense ce qui manquait à Paris et à l'Île-de-France, une cité de l'histoire. Sur plusieurs milliers de mètres carrés, vous allez pouvoir, seul, en famille ou entre amis, vous immerger dans quelques-unes des plus extraordinaires sagas de l'aventure humaine. Donnez le goût de l'histoire au plus grand nombre. On vous propose de remonter le temps avec une expérience originale à la Cité de l'Histoire qui vient d'ouvrir dans la Grande Arche à la Défense, à Puteaux. Petite couronne parisienne, on va en parler avec nos invités exceptionnels. Franck Ferrand est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir à tous. Historien et nouveau directeur de cette Cité de l'Histoire. Félicitations. Et François Nicolas qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Président d'Amaclio Productions à l'origine du projet. Ils sont avec nous pour en parler. Je le disais en préambule, donner le goût de l'histoire au plus grand nombre, j'imagine, c'est cette motivation commune. Vous savez, moi, ça fait 20 ans que j'essaie de faire ça. Ça fait 20 ans que j'essaie de me dire comment partager ce qui est une passion quasiment dévorante. Ça m'occupe, je sais pas, une bonne petite vingtaine d'heures tous les jours depuis 30 ans. Une bagatelle. Une bagatelle. Et j'ai essayé par la radio, vous êtes bien placé pour le savoir, un peu à la télé, beaucoup dans les livres et la presse écrite, bref, tous les moyens possibles, le théâtre aussi. Et là, ce sont d'autres moyens. La révélation. Là, c'est autre chose. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous avez à votre disposition les plus extraordinaires technologies. Vous avez des décorateurs qui vont vous reconstruire des décors à taille réelle, avec des comédiens, des figurants. Il y a des carrosses, il y a des locomotives qu'on fait dérailler. Bref, n'en jetez plus. Là, vous vous dites, cette fois, on va y arriver, on va faire passer quelque chose auprès du public. François Nicolas, vous produisez déjà des spectacles historiques, La Nuit aux Invalides, qui est magnifique. Vous faites depuis des années des spectacles au château d'Azel-Rideau, la cité de Carcassonne, un peu partout. Comment est venue l'idée de la Cité de l'Histoire, 6000 mètres carrés consacrés à l'histoire de France? Alors moi, ça fait que 10 ans, et pas 20 ans, avec le lancement de La Nuit aux Invalides, que tous les Parisiens connaissent, plus de 700 000 spectateurs déjà. Et cette idée, en fait, elle est venue vraiment avec Franck. On cherchait un lieu pour faire un immense cinéma d'histoire à Paris. Donc on cherchait 1000 mètres carrés, 7-8 mètres de plafond. On a écumé les boîtes de nuit ensemble. On cherchait 1000, c'est vrai, les boîtes de nuit désaffectées, je précise. Ils ont écumé les boîtes de nuit pour chercher un lieu. Il y en a qui nous prennent pour des canards sauvages. Le jour où on a découvert ce site-là, qui est tout le socle de la Grande Arche de la Défense, on est vraiment dans l'axe historique parisien, on était dans l'escalator et je dis à François, mais tu sais, ici, c'est pas un cinéma immersif qu'il faut faire, c'est une Cité de l'Histoire. Et de sa poche, il sort un papier, il avait écrit Cité de l'Histoire, il m'a dit, je savais que tu allais me dire ça. Réaction Philippe Bilger. Sur cette... Dans le micro. Comment allez-vous choisir les spectacles Vous allez visiter l'histoire de France Est-ce que c'est une conception de l'histoire purement anecdotique ou est-ce que vous irez vers une histoire peut-être plus intellectuelle? D'abord, ça n'est pas forcément à la Boucheron, quoique. Ça n'est pas que l'histoire de France, c'est vraiment l'histoire du monde. Nous avons une frise qui fait 170 mètres, interactive. On peut interroger l'histoire à travers 400 dates et celle-là, elle concerne tous les continents, toutes les civilisations. Nous avons dans cette immense ellipse où on peut faire une projection à 360 degrés en relief sur des architectures. Il faut que vous veniez voir ça. On peut projeter ce qu'on veut. Bon, là, il se trouve qu'on commence par la vie de Victor Hugo, mais ça pourrait être n'importe quel pays ou n'importe quelle époque. Et puis, nous avons quand même... Oui, Philippe Bilger, ça aurait été pire, oui. Il ne peut pas s'empêcher. Mais en même temps, c'est ce que les gens attendent de lui. Oui, mais il en a vu. Non, on attend d'autres choses, mais il sait pas. Et puis, au cœur de tout ça, quand même, nous voulions qu'il y ait notre histoire, qu'il y ait nos racines, qu'il y ait l'histoire de France. Et donc ça, c'est un parcours immersif, permanent. On part d'aujourd'hui
et on remonte jusqu'à la création de la France, jusqu'au 8-9e siècle. Mais pour répondre à votre question, Philippe Bilger, parce que c'est ça l'affaire, est-ce qu'on est dans la grande ou dans la petite histoire? Est-ce qu'on est dans l'histoire universitaire ou est-ce qu'on est dans l'histoire cancanière que certains médias ont fini par mettre à la mode? Nous ne sommes ni dans l'une ni dans l'autre, mais exactement sur la ligne de crête. Ce que j'ai toujours essayé de faire et ce que nous avons avec François Nicolas et avec toutes nos équipes, parce qu'il y a eu du monde qui a travaillé à ça, ça fait maintenant 1 an que nous travaillons d'arrache-pied avec toute l'équipe. Ce que nous avons essayé de faire, c'est de mettre en avant systématiquement une grande histoire qui soit incarnée et une petite histoire qui ait directement des liens avec l'époque et avec le monde. Donc, on est entre les deux. C'est-à-dire que nous abordons la grande histoire par la petite porte et, d'une façon plus générale, la cité elle-même. Elle doit être conçue comme une porte d'entrée vers l'histoire et vers ce jardin passionnant que nous arpentons tous depuis si longtemps. Elisabeth Lévy. Alors, d'abord, est-ce que ça s'inscrit en quelque sorte dans un combat qui est un peu le vôtre, cher Franck? Je vous lis, y compris dans Causeur parfois, trop rarement. Trop rarement. Beaucoup trop rarement. Vous avez perdu mon numéro, Elisabeth. On va vous le donner. Voilà. On va le donner à l'antenne. Est-ce que, dans le fond, on a quand même affaire aujourd'hui à des gens qui voudraient déconstruire, comme ils disent, l'histoire de France et qui nous expliquent, disons, qu'ils la voient, qui criminalisent l'ensemble du passé occidental, ils ne criminalisent pas sûr, le passé. Bien sûr. Est-ce que c'est un combat? Et la deuxième question, est-ce qu'en termes de technologie, est-ce que dans le fond, c'est un peu proche de ce qu'on peut voir au Puy du Fou, par exemple, où on a vu aussi des spectacles très immersifs? Alors, c'est un peu proche, effectivement, de quelques parcours, mais avec un concept vraiment fondamentalement différent sur le parcours sur l'histoire de France, où on remonte le temps, c'est que l'énorme difficulté... Là, vous êtes au cœur de l'événement, en fait. On est vous au êtes cœur de presque un acteur. l'événement, on est au cœur de l'événement, et c'est de l'immersion, effectivement, la difficulté pour nous, pendant toute cette année, pour créer ce parcours, a été qu'on n'est pas dans une unité de temps ni de lieu, puisqu'on traverse 12 siècles d'histoire en 35 minutes, 17 parcours, 17 scènes. Et donc l'immersion se fait grâce effectivement à des décors incroyables, des acteurs qui vous prennent comme ça dans la scène, qui vous expliquent la scène, et Franck, la voix de Franck, qui effectivement on aura des casques commente. Non. Alors pour l'instant on n'a pas de casque, mais il se pourrait qu'on évolue vers cette solution. Pour l'instant c'est du son libre. Oui. On ne pourra pas vous reprocher d'être trop long, moi. Moi, je voudrais juste poser une question à Franck Ferrand. Vous vous adressez plus particulièrement aux jeunes ou pas du tout? Il est évident que lorsque vous faites lorsque vous essayez de transmettre quelque chose, par définition, le public auquel vous vous adressez spontanément, quasiment même sans y penser, est un public plutôt jeune. Mais nous ne faisons pas de racisme anti-vieux, rassurez-vous. Ouais, c'est ça. Je me promenais dans la cité ce matin, ce qui m'a fait très plaisir, c'est qu'alors vraiment, tous les âges sont représentés. Ça, c'est assez amusant. C'est très familial. Oui, D'accord. si vous permettez, 0826 300 300, parce qu'on a lancé un débat forcément sur notre compte Twitter en demandant est-ce que l'histoire doit être un pilier de notre éducation. Donc nos auditeurs répondent oui à 93%. Ludovic était avec nous au standard. Bonsoir Ludovic. Bonsoir bienvenue. Ludovic. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, et bonsoir Evrévois, et bonsoir Franck. Bonsoir. Voilà. Et il n'est pas tout seul. Oui, il y a François aussi. Nicolas, François Nicolas qui est avec lui. Et François, oui. On vous écoute. Oui, alors, je vais commencer par une petite note d'humour. Je ne sais pas si monsieur Franck Ferrand a prévu un petit lieu pour le Rocco Siffredi des Vrais-Voix afin qu'il compte le pornographe. C'est Philippe Bilger. Je suis pas encore un personnage historique. mais bon, blague à part, comme Elisabeth, moi j'en ai ras-le-bol qu'on enseigne cette histoire de repentance depuis quelques années au sein de l'école. L'histoire, c'est un récit national qui sert notamment pour l'assimilation, une thématique qui a été malheureusement abandonnée, au même titre que le français sert aussi de cohésion sociale. Donc forcément, c'est un pilier. Et pour reprendre Churchill, il disait un peuple qui oublie son histoire n'a pas d'avenir. Or, on a une histoire riche. L'histoire fait partie intégrante de notre culture. Elle se cultive justement pour entretenir la vie et transmettre un héritage aux futures générations. Et c'est à partir de là aussi que l'on grandit. Eh ben Franck Ferrand va vous répondre. Oui, il y a forcément une identification à un certain nombre de personnages, de figures du passé, c'est tout à fait naturel. Et quand on étudie l'histoire, on ne peut, d'une manière ou d'une autre, quel que soit le type d'histoire d'ailleurs, on ne peut que
s'approprier en quelque sorte un passé. Et ça crée ce qu'on appelle des identités, donc des particularismes, des singularités, des choses qui vous différencient, et ça va totalement à l'encontre du mouvement général actuel qui va vers une forme d'indifférenciation et d'une certaine manière même d'amnésie. Donc il y a, et ça pourrait paraître bizarre, car pendant très longtemps, faire de l'histoire était considéré comme simplement une démarche naturelle pour se cultiver. Mais c'est vrai qu'il y a maintenant quelque chose quasiment de politique, il y a quasiment un engagement dans le fait de s'intéresser à l'histoire. Ça peut paraître étrange, mais c'est ainsi. Vous n'avez aucune subvention publique? Non, c'est que de l'argent privé. Alors c'est une fondation, enfin pas fondation, mais c'est une entreprise parfaitement privée. Il n'y a que des fonds privés, à une petite exception. Une petite exception, la région Île-de-France a subventionné un tout petit peu une des animations qui est la frise historique, puisque effectivement ils trouvaient un intérêt extrêmement pédagogique à cette frise, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a énormément de scolaires qui s'inscrivent en ce moment. On a quasiment une centaine de classes par jour. Que fait l'éducation nationale? Allez-y, Philippe. Dans le micro, parce que sinon on vous entend pas. Est-ce qu'il est concevable que vous ayez la visite d'une personne qui prétend s'intéresser beaucoup à l'histoire, Brigitte Macron? Alors je pense, pardon, c'est moi qui réponds du coup, mais je dis ça parce que j'ai eu l'occasion de parler du projet avec Brigitte Macron et j'avais vu une étincelle de grand intérêt dans son regard et elle m'a dit mais tenez-moi au courant, ça m'intéresse beaucoup, etc. Donc je pense que oui, elle viendra. Elle peut appeler au 0826 300. Alors Franck, excusez-moi, comment vous avez choisi les événements ou les personnages? Il y a un comité qui se réunit, qui choisit tel événement ou telle personne. Comment ça se passe concrètement? Alors nous sommes en accord et en collaboration avec beaucoup d'historiens. Notamment, nous avons pour chacune des scènes du parcours demandé l'avis d'un grand spécialiste. Je dirais que ça, c'est un petit peu une façon de se garantir. Bon, et puis nous avons tous les lundis soirs à 19h une grande conférence par un des maîtres de l'histoire. La première, elle va avoir lieu ce lundi. D'ailleurs, j'en profite, puisque il reste des places, donc profitez-en. Sachez que ce lundi à 19h, là, le 23 janvier, nous avons la conférence inaugurale du professeur Jean-François Saulnon, qui vient exprès de Besançon pour nous parler d'Anne d'Autriche. Ce sera la première conférence et puis il y en aura beaucoup. La suivante, elle sera... Tous les lundis soirs, il y a un cycle de conférences. Fabrice Almeida qui viendra parler de la propagande au XXe siècle, etc., etc. Donc il y a on essaie, j'espère qu'on va arriver à créer un lieu de rencontre, d'échange, de discussion entre les amoureux de l'histoire, les historiens, ceux qui la font, ceux qui la lisent. Voilà. Est-ce que vous avez déjà, une chose indispensable, des ennemis? Je crains que certains, dès que je bouge une oreille ou un doigt de pied, ne soient pas très contents. Vous savez comment ça se passe, donc je pense qu'il doit y avoir des gens qui nous aiment pas trop, mais pour l'instant ils ne se sont pas manifestés. Attention à ne pas les réveiller. Non, on va pas les réveiller. Sur la cité de l'histoire, ce qui est important, c'est qu'on parlait d'une jeune génération qui ne va plus dans les musées, qu'on comprenne bien, ça n'est pas un musée statique, on vit les choses. Même j'ai lu sur le général de Gaulle qu'on sent même son parfum, donc est-ce que c'est une manière forcément allez-y. Est-ce que pour intéresser cette jeune génération qui vit souvent par procuration avec les réseaux sociaux, qui ne vit plus rien, cette immersion est primordiale pour des plus jeunes? On est dans une société d'images et tout le monde a besoin effectivement de sensations et d'images. Et donc je pense aujourd'hui qu'un des moyens d'apprentissage majeur, c'est d'attraper les gens par les sens. Franck nous raconte des superbes histoires qui touchent les cœurs. Et quand vous avez touché les sens et les cœurs, vous pouvez enfin toucher les intelligences. Vous savez, un jour, je me promenais dans la rue et je vois un gamin sur une planche à roulettes, plein de piercings et tout ça, qui dit « Ah, monsieur Ferrand !» Vous dites une planche à la roulette, vous? Un skateboard. J'essaie d'éviter le franglais. Même skateboard, vous n'allez quand même pas lui reprocher son langage chrétien. Mais c'est des Russes. Quelqu'un qui nous prend par les sens, toutes ces chansons. J'ai cru comprendre. Ne faites pas attention à ces Bélociens. Non, Franck, parlez-moi à moi. Et en tout cas, il sait comme je l'aime. Ce gamin, ah oui, c'est réciproque, Cécile. Moi, je vous en prie. N'est-ce pas? Ce gamin me dit, j'ai eu mon bac grâce à vous. Alors, j'ai quand même, faut peut-être pas exagérer. Il me dit, si, parce que j'écoutais votre émission. Mais je dis, mais c'est pas en écoutant mon émission que vous avez révisé le bac d'histoire. Il me dit non, mais
grâce à votre émission, j'avais envie de m'y mettre et de faire mes révisions. Magnifique. Eh bien, c'est exactement la clé, si je puis dire, de ce que nous essayons de faire. Nous ne prétendons pas apprendre l'histoire aux gens. Vous venez passer 2h30 ou 3 heures à la Cité de l'Histoire, je doute que vous ressortiez en connaissant l'histoire. Mais en tout cas, vous aurez, je pense, envie de vous y mettre. François Nicolas, on peut combiner cette visite avec une expo fabuleuse en réalité virtuelle que vous faites, Éternel Notre-Dame, où on visite Notre-Dame pendant sa construction. J'ai eu la chance de le faire, c'était fabuleux. Depuis 1 an, plus de 60 000 visiteurs déjà. On a raflé tous les prix mondiaux avec la société Émissive qui est à l'origine de la réalisation de ce projet. Nous venons d'ouvrir sous le parvis de Notre-Dame d'ailleurs un nouvel espace, l'espace Notre-Dame, où il y a effectivement cette réalité virtuelle de Notre-Dame qui nous plonge dès le XIIe siècle et qui nous fait ressortir après l'incendie à la fin de la reconstruction déjà. Et c'est un voyage extraordinaire. Et la Cité de l'Histoire est vraiment fière d'héberger cette animation. C'est-à-dire que vous pouvez, avec un petit billet, un bonus, un billet supplémentaire, vous pouvez en plus, quand vous avez, soit en entrant, soit en sortant de la cité, vous pouvez faire cette expérience. Parce que là, on peut parler d'une expérience. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Franck Ferrand, historien et directeur de cette belle Cité de l'Histoire. Je rappelle que cette Cité de l'Histoire est à la Grande Arche de la Défense à Puteaux, petite couronne parisienne, facile d'accès en tout cas. Le métro, le RER. Et François Nicolas qui était avec nous, président d'Amaclio Productions, tous les deux à l'origine de ce très beau projet. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, j'avais beaucoup de questions au standard, mais malheureusement, il fallait qu'on vous entende un petit peu. On reste ensemble encore pendant une petite dizaine de minutes. Et vos appels 0826 300 300, c'est les vraies voix jusqu'à 19h.